Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche. Merci pour vos questions, chaque semaine plus nombreuses. Vous savez que vous pouvez toujours retrouver cette émission sur l'appli Sud Radio ou sur le site internet sudradio.fr. Alors, un sujet ludique. C'est vrai que pour nous, la zone C, c'est encore les vacances, mais elle se termine ce soir. Et nous, on sort un peu des sentiers battus ce matin et des sujets directement liés à l'éducation de nos enfants, puisque nous allons parler de leur façon de s'exprimer, des expressions qu'ils utilisent tous les jours, alors qui vous agacent peut-être, ou qui vous font sourire. Si je vous dis Bertrand, Arthur, ma poucave, Sar, Askip, de spi, ma mif, savait tout, waouh! Vous avez compris, moi je comprends pas toujours. Et vous avez peut-être, vous non plus, l'impression de ne rien comprendre. Et c'est bien normal si ces mots peuvent être connus. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Évolution des langues, mélange culturel, réseaux sociaux. D'où viennent ces expressions, d'où viennent ces mots qui chaque année sortent de la bouche de nos enfants, et pour certains d'entre eux qui rentrent dans le dictionnaire. Et nous allons voir comment rentrent-ils, comment sont-ils susceptibles d'être intégrés au dictionnaire. Eh bien, nous en parlons aujourd'hui avec notre invité Bertrand Perrier, enseignant, avocat, spécialiste de l'art oratoire. Bonjour. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Alors Bertrand, chaque année, nos ados nous surprennent avec des nouveaux mots, des nouvelles expressions. Certains même sont entrés dans le dictionnaire 2024, bader, ghoster, avoir un crush. D'où viennent tous ces mots, toutes ces expressions de Bertrand Perrier? Ils ont des origines diverses, parfois très classiques comme le verlan, tagéchan, chamé, parfois de langues étrangères, l'anglais comme prank ou glow up, de l'arabe, la hesse, ou même du langage rome, par exemple le mot poucave que vous avez employé tout à l'heure. Donc il y a le verlan, il y a les langues étrangères, et puis il y a un phénomène très classique qui est la troncature, c'est-à-dire abréger un mot. À ce qui paraît devient Askip, charognard devient charot. Et donc, vous avez toute une série d'origines. Ce qui est frappant, et vous l'avez dit, c'est que leur durée de vie s'abrège. On a l'impression qu'en 6 mois, un mot qui était très à la mode devient totalement inusité. Je pense à Kwakubé, par exemple, qui était le grand mot et qui est depuis a totalement disparu, et quelqu'un qui l'emploierait. Mais qui veut rien dire en fait. Non, mais il n'était pas destiné à dire quelque chose. C'était la caractéristique de ce mot. C'était simplement un mot gag. Mais ces mots ont, semble-t-il, un carrousel de vie extraordinairement bref. Et un mot, c'est vraiment un effet de mode de plus en plus rapide, ce qui rend la chose de plus en plus difficile à suivre. Mais moi, ce qui me fascine, c'est la rapidité à laquelle ils intègrent tous ces mots. Parce qu'à chaque rentrée, finalement, il y en a des nouveaux. Il y a des nouvelles expressions, des façons de s'exprimer qui sortent là comme des champignons. Et je me dis, mais ils ont une rapidité à les utiliser, à les intégrer dans leur vocabulaire qui est incroyable. Oui, mais parce que ça va aussi avec la rapidité notamment des réseaux sociaux qui propagent ces mots. Et comme, on y reviendra peut-être, le langage c'est d'abord une façon de se reconnaître, de faire partie d'un groupe. Eh bien, dès qu'on veut à une rentrée s'intégrer dans un nouveau groupe d'élèves, dans un nouveau club sportif, dans un nouveau groupe d'amis, eh bien il faut en adopter le langage. Et à partir du moment où les youtubeurs, à partir du moment où les tiktokers font la loi en matière lexicale et qu'ils inventent à chaque fois des nouveaux mots qui sont des effets de mode, encore une fois, de plus en plus rapides, eh bien, il faut suivre, mais c'est vrai que c'est parfois épuisant. Alors, il y a des mots whipping. Oui. Alors, tu m'as whipping. Alors, tu as whipping. Alors, whipping, c'est quoi? T'as rien compris? T'as tout mélangé? Oui, c'est des mots, pour le coup, qui, parfois, n'ont aucun sens propre. Et donc, ça relève vraiment du langage crypté. Mais c'est très important pour nos ados d'avoir un langage crypté, un langage que nous ne comprenons pas, parce que le langage, c'est à la fois se rassembler, mais c'est exclure aussi les autres. Et donc, ils ont besoin d'un espace à eux, d'un espace physique qui est leur chambre, et d'un espace lexical, langagier, qui est la série d'expressions hermétiques pour nous, mais bien confortables pour eux. Alors, Besta,
T'es ma besta, t'es mon besta, t'es mon meilleur ami. Mon meilleur ami, voilà. Alors ça, bon, on Bon, bah ça, on retrouve le pas, voit facilement, puisque best, ça vient best, de l'anglais. voilà. Donc, mais encore une fois, c'est un langage grégaire. Il faut bien comprendre que le rôle de cela, c'est de se reconnaître dans une génération, dans un quartier, dans un milieu social. Et donc, ça n'a pas non plus toujours vocation à être compris par tout le monde. Les louchébèmes, les bouchers des halles avaient un langage crypté. L'argot était à l'origine un langage que parlaient les voyous pour ne pas être reconnus par les policiers. Et donc, ce langage a aussi vocation à exclure ceux qui ne le parlent pas. Alors, on entend beaucoup aussi parler d'africation. Ah oui. C'est-à-dire, alors l'africation, là, c'est différent. C'est plutôt une façon de s'exprimer. C'est la prononciation, finalement, des mots. Oui, c'est une question de consonne. Alors, il faut tout de suite dire, parce que ça a beaucoup excité les passions, que l'africation n'a rien à voir avec l'Afrique. Ça n'a rien à voir. En réalité, afriquer une consonne, c'est faire se succéder, pardon, c'est un peu compliqué, une consonne dite occlusive, Oui. c'est-à-dire qu'on prononce avec la bouche fermée, comme pe, te, de, Oui. et une consonne dite fricative, d'où le mot afriquer, qui est une consonne où l'air passe dans les lèvres. Donc, si je fais se succéder tch, c'est une africation. Si je dis agriculture, eh bien, c'est une africation du T de agriculture. C'est très répandu, mais certains politiques d'ailleurs l'emploient. Par exemple, Gabriel Attal dit souvent agriculture. Et donc, il y a un CH qui s'est un peu glissé entre le T et le U. Et évidemment, c'est un langage qui est issu du milieu marseillais, lui-même issu du milieu pied-noir. Et c'est ainsi que vous avez la cantine, tu vas bien, donc Voilà. le T, le Dieu. Ciangelo. Voilà, et donc c'est très fréquent. Vous avez ça beaucoup chez nos amis québécois. Tabernacle, alors c'est plutôt chuinté chez eux. Vous avez plutôt TS, mais cet ajout d'une chuintante derrière une consonne occlusive, voilà ce qu'on appelle l'africation, qui est très ancien dans notre langue, mais qui est là encore un marqueur d'une communauté. Mais vous diriez que cette évolution, elle est particulièrement présente depuis combien d'années ? Elle est présente depuis tout le temps, en réalité. On retrouve des signes d'africation depuis le début du XXe siècle. Et les Donc, mots, les petits mots qu'ils utilisent entre eux, là, qui ont des sources diverses. mais on a toujours, on avait les nôtres. Chez Bran, bon bah aujourd'hui on dirait ça, on serait qualifié immédiatement de boomer. Ah bah ça, c'est clair. Et donc en réalité, ce qui s'accélère, c'est plutôt le rythme. Mais le principe même d'un langage entre guillemets jeune, inaccessible aux adultes, et de l'agacement que ça provoque chez les adultes, c'est l'histoire de l'humanité. Est-ce que la culture du rap, les réseaux sociaux, TikTok, a pas renforcé un petit peu Bien évidemment, parce qu'il faut bien comprendre que les jeunes se nourrissent de modèles. Et donc, vous avez évidemment TikTok, vous avez évidemment YouTube, mais vous avez un autre grand modèle pour les jeunes, qui est la télé-réalité. Et donc, à partir du moment où les comédiens de télé-réalité emploient l'africation, emploient des anglicismes, emploient une troncature, du verlan, eh bien, ça sert de modèle, parce que, encore une fois, le langage est un sentiment d'appartenance, c'est une façon d'appartenir, c'est une façon de s'identifier. Et à partir du moment où les jeunes ont pour idéal de ressembler à tel youtubeur, tel tiktoker, tel comédien de télé-réalité, ils emploient aussi son langage. Est-ce que vous diriez que c'est, on dirait, une évolution positive ou non au niveau de notre société, ces évolutions de langage, ces tics de langage ? La question du jugement de valeur se pose, c'est un fait. On peut pas lutter contre la marée, mais de la même façon, on peut pas lutter contre les apports. Le français s'est toujours nourri d'apports extérieurs. Souvent d'ailleurs, ce sont des apports et des allers-retours avec l'anglais, par exemple. On a des allers-retours, on a un mot qui vient du français, par exemple. Le mot crush vient d'un mot français à la base, qui veut dire éclater, croisser. Et donc, il est allé en anglais, et puis il revient chez nous sous le sens avoir un coup de cœur. Tomber amoureux. Donc, il y a des porosités entre la langue française et d'autres langues. Ça a toujours existé. Après, on peut s'en désoler si on considère que, en réalité, c'est plutôt une question de contexte, si vous voulez. Ce qui n'est pas choquant, c'est que ces mots existent. Ce qui l'est, c'est qu'ils soient employés dans un contexte d'énonciation qui n'est pas le bon. Qu'ils emploient cela entre eux pour se reconnaître, c'est très bien. À partir du moment où ça vient dans une copie d'examen, dans un oral du bac ou dans une discussion avec des adultes,
Là, c'est inadapté. Donc, ce dont on pourrait se désoler, c'est l'absence de conscience que ces mots sont réservés à un certain contexte d'énonciation. Et en tant qu'enseignant, est-ce que vous constatez que ces jeunes savent finalement faire la différence Pas entre toujours. l'utilisation Pas toujours. Alors, il y a autre chose que cela dans les copies d'examen que l'on voit parfois par réflexe, c'est le langage SMS. Et donc, vous avez parfois, et là, c'est Dans des dramatique, copies, le dans langage une SMS. copie, un langage SMS qui s'est glissé parce Avec que quel mot, par exemple? je n'ai pas d'exemple en tête, mais vous avez... T'inquiète, TKT. Non, peut-être pas pour le correcteur, mais c'est vrai que vous avez parfois du langage SMS qui surgit dans un contexte qui n'est pas acceptable. Vous restez avec nous, on se quitte pour une petite page de pub. On se retrouve dans 2 minutes pour parler de ces expressions, de ces mots, de ces tics de langage qu'utilisent nos ados pour communiquer entre eux. On se retrouve tout de suite avec Bertrand Perrier. Academia vous présente La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux, spéciale éducation, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour parler de ces tics de langage, de ces nouveaux mots, de ces expressions qu'utilisent vos ados pour communiquer entre eux. Nous sommes avec Bertrand Perrier, enseignant, avocat et spécialiste de l'art oratoire. Est-ce que l'évolution de ce langage pour vous, est-ce qu'il y a un enjeu sociétal derrière ? Énorme, puisque vous savez que le langage est un marqueur social. Dis-moi comment tu parles et je te dirai qui tu es. Et donc on se juge inévitablement les uns les autres. Il y a une statistique assez étonnante, lorsque vous prenez la parole pour la première fois devant un interlocuteur qui ne vous connaît pas, sachez que cet interlocuteur vous classe dans une catégorie socio-professionnelle au bout de 7 mots. C'est-à-dire que vous avez dit 7 mots à une personne et elle sait déjà quel type d'études vous avez fait, quel métier vous exercez, quel milieu social est le vôtre. Et donc, il y a une sorte de jugement social. Et donc, ça peut être très stigmatisant. Quelqu'un qui parle mal ou qui a un accent, il est aussi jugé là-dessus. D'ailleurs, c'était assez amusant de voir que certains députés ont l'accent du Sud, par exemple, lorsqu'ils sont dans le Sud, et le perdent dans le TGV. Parce que parler, c'est pas seulement dire un message, c'est dire qui l'on est. Et donc, c'est toute la personne que l'on juge sur sa façon de s'exprimer. Mais alors, pour les Québécois, ce que vous dites là est quand même un petit peu ennuyeux, parce que c'est vrai que quand on écoute le Québécois, on trouve ça charmant. Mais alors, est-ce que ça veut dire que le Québécois, avec cet accent, est jugé dès la première phrase qu'il prononce ? Alors, il est peut-être aussi jugé par des gens qui partagent cette base lexicale avec lui. Mais c'est vrai que pour nous... Le Québécois qui arrive chez nous, par exemple, à Paris... on le trouve plutôt sympathique, mais il y a toute une série de stéréotypes sur les façons dont on... par exemple, la question du langage banlieue avec 1000 guillemets autour, oui. C'est une vraie question. Oui. Est-ce qu'on doit le gommer ? Est-ce qu'on doit vivre avec ? Et donc, en réalité, ça interroge aussi nos stéréotypes de récepteurs de la langue. Comment est-ce que je juge quelqu'un ? Et est-ce que, en le jugeant, je ne manie pas des stéréotypes que je devrais interroger ? Donc finalement, vous avez plutôt l'intention de nous dire que ces mots, ces expressions qui évoluent et qui existent depuis toujours finalement, ne tuent pas notre langue. Mais non, ils l'enrichissent. Sinon, si la langue était hermétique à tout, on parlerait latin. Le français est né du latin parce que le latin a été perméable à toute une série d'évolutions. Et donc, l'apport est nécessaire à la survie même de la langue. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la langue, c'est pas un corps fermé. La langue, c'est d'abord un usage. C'est quelque chose qui appartient à ceux qui la parlent. Et donc, ceux qui la parlent l'enrichissent parce que le commerce est ouvert, parce que la culture est ouverte. Et donc cette ouverture du monde crée l'ouverture de la langue. La langue, elle est le reflet d'un monde. Elle peut le construire aussi, mais elle en est d'abord le reflet. Et donc, il est normal qu'à une société mondialisée corresponde aussi une langue plus ouverte. Et ouverte aussi à des mouvements plus rapides, parce que les nouvelles technologies, parce que les échanges humains sont eux-mêmes plus rapides. Oui, et vous avez dit quelque chose tout à l'heure de très important aussi, c'est que ça permet, pour nos jeunes notamment, d'intégrer un groupe et de se sentir considéré à l'intérieur d'un groupe. Et en ça, c'est quand même aussi quelque chose d'essentiel, surtout à un moment clé qu'est l'adolescence. Bien sûr, où on veut absolument s'intégrer, avoir des amis, mais ça vaut aussi pour les adultes. Nous nous reconnaissons entre professions. Je suis avocat, vous me montrez une lettre, je sais immédiatement si elle est écrite par un avocat. Et donc, c'est la même chose pour un médecin, c'est la même chose pour un notaire. On a des jargons qui nous permettent à la fois d'être plus efficaces entre nous parce que on se comprend, et puis de créer une bulle de protection. Et nos ados, parce qu'ils ont ce langage que nous ne comprenons pas, ils se sentent protégés et ils ont
une sorte de petite bulle là qui n'appartient qu'à eux. Ouais, en fait, c'est quelque part une signature. C'est une forme de signature, absolument. De reconnaissance, d'intégration. C'est une façon aussi de faire différemment des parents, c'est ce que vous disiez, c'est important aussi à leur âge, d'avoir ce mode de communication qui leur appartient et finalement qui n'est pas le langage des, entre guillemets, des boomers, des darons, des daronnes, bien sûr. Des parents. Encore une fois, c'est le contexte qui fait tout. Il n'y a pas de problème à leur laisser dire ce qu'ils veulent tant que c'est dans un contexte qui est adapté. On ne dit pas daron, daronne chez des amis de ses parents que l'on ne connaît pas. Voilà, c'est juste une question de contexte. On ne dit pas daron, daronne à un proviseur, à un professeur. Mais si on le dit à un ami parce que on a ce socle commun, ce pacte entre amis qui fait que on a un langage commun, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a ces petits mots, ces petites expressions à l'étranger de la même manière que chez nous, en Chine, par exemple? Je l'ignore, pour être parfaitement honnête avec vous, Catherine, mais j'imagine... Les Anglais, forcément. J'imagine que oui, parce que l'argot britannique ou new-yorkais nous a aussi inspiré, et donc il y a forcément des mots de slang, c'est-à-dire l'argot qui dit à la fois mais tous les groupes, ça veut dire les Noirs américains ont développé un langage particulier, les prisonniers, donc toute communauté humaine a tendance à refléter son instinct grégaire dans un langage autonome. Alors on le disait tout à l'heure, il y a certains mots qui pénètrent dans le Larousse, 150 à peu près chaque année. Comment ils sont choisis ces mots? Pourquoi tel ou tel mot? Alors c'est intéressant que vous ayez dit Larousse parce qu'il y a pas... Il y a plusieurs marques de dictionnaires et en réalité le Larousse est le plus ouvert. Traditionnellement, les mots intègrent d'abord le Larousse avant d'intégrer le Robert, qui a une dimension plus conservatrice. En réalité, il y a 3 critères pour faire entrer un mot dans le dictionnaire. Donc vous avez évidemment des lexicographes qui observe l'emploi de la langue. Il y a 3 choses. Il y a la fréquence, évidemment, on mesure à quel niveau le mot apparaît. La diffusion, c'est-à-dire quel est l'élargissement de son usage, et puis la pérennité, pour éviter de faire entrer un mot dans un dictionnaire, ce qui est grave, même si un mot peut aussi sortir du dictionnaire, mais parce que c'était simplement un effet de mode. Vous avez l'usage, la fréquence et la pérennité, et avec tout cela, eh bien, 150 mots entrent chaque année dans le dictionnaire qui révèlent les nouvelles technologies, qui révèlent les mouvements sociaux, qui révèlent tout ce qui fait notre vie quotidienne et qui aussi la change. Par exemple, il y a eu plein de nouveaux mots qui sont nés de la période Covid. Et donc, cette période qui a été un bouleversement de nos vies a aussi été un bouleversement de notre langue. Oui, puis des petits mots même d'origine anglaise, ghosté par exemple, qui est rentré oui, dans le métavers est entré, bien sûr, nassé est entré il y a quelques années parce que on a vu ces manifestations qui étaient nassées. Enfin, voilà, c'est un reflet. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'histoire du dictionnaire, c'est que Alain Ray, le grand lexicographe, disait le dictionnaire est un observatoire et pas un conservatoire. Et il faut bien comprendre que rentrer dans le dictionnaire, c'est pas une approbation. Il y a plein de mots dans le dictionnaire qu'on n'approuverait pas du tout. Le mot nazi est dans le dictionnaire et personne n'encourage à l'emploi de ce mot ni ne l'approuve. Il y a même des mots vulgaires dans le dictionnaire. Simplement, le dictionnaire enregistre un usage. Il n'est pas prescripteur. Oui. Il ne dit pas j'approuve cela. C'est simplement une photographie. C'est la langue telle qu'elle est et non pas la langue telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc parfois on se désole en disant ah tel mot entre dans le dictionnaire, c'est dramatique. Mais le dictionnaire ne fait qu'enregistrer la langue telle qu'elle se parle. Et donc, si on veut que tel mot qui est entré en sorte, on n'a qu'à plus l'utiliser. Est-ce que ces mots qui rentrent dans le dictionnaire et qui observent donc les 3 critères que vous venez d'énoncer, ils durent longtemps? Est-ce qu'il y a une durée de vie? Non, mais il y a des mots qui sortent parce que en réalité ils ne sont plus usités et la langue vit de son usage. Elle appartient à chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle vous avez un autre sujet très urticant sur la langue qui est l'écriture inclusive. Oui. Eh bien, l'écriture inclusive, certains l'utilisent, mais s'il s'avère que finalement
elle ne sert à rien, si ce n'est à être un langage extrêmement marginal. Oui. Elle s'appauvrira d'elle-même. S'il s'avère qu'elle correspond à un besoin d'inclusion par la langue, pourquoi ne pas la laisser prospérer? Peut-être ça peut être un militantisme, peut-être ça peut être très marginal, mais la langue, encore une fois, appartient à ceux qui la parlent ou à ceux qui l'écrivent. Et donc, c'est un usage, l'usage gouverne la langue, ça ne sert à rien de vouloir encadrer l'usage, parce que sinon c'est aussi embrigader la pensée, parce que la langue c'est d'abord le reflet de la pensée est libre, le langage doit l'être aussi, et donc, encore une fois, le dictionnaire n'approuve rien, il ne prescrit rien, il observe. constate. Absolument. Alors, dans cette émission, on a souvent parlé de questions d'éducation autour du niveau scolaire. On a vu que le niveau scolaire en France baisse. Est-ce que cette nouvelle forme de langage aussi qui prédomine quand même leurs échanges, est-ce que quelque part, entre les écrans, les réseaux sociaux, l'absence de lecture, est-ce que tout ça ne va pas dans le sens peut-être de cette baisse de niveau, justement? Deux choses m'inquiètent là-dessus. D'abord, le plus grand nombre de lieux où les ados sont exclusivement entre eux. Avant, les ados avaient, c'est vrai, des moments où ils étaient entre eux, mais la plupart du temps, ils vivaient avec des adultes. Avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec les boucles WhatsApp, ils vivent de plus en plus dans un monde numérique et fermé. Et clos. Et donc se développent sur ces boucles beaucoup plus facilement que de notre temps, je m'inclus, j'ai 52 ans, des pratiques langagières autonomes et virales. Et donc, c'est vrai que les adultes auraient intérêt à surveiller non seulement le temps d'écran, mais le temps d'écran entre ados. C'est important que les adultes mettent leur grain de sel là-dedans et voient ce qui s'y passe. Première chose, parce que ça favorise effectivement l'idée que on parle comme ça, parce qu'on parle tout le temps comme ça, et donc la barrière de l'usage et du contexte d'énonciation devient plus facile à franchir, parce que l'habitude de parler comme ça fait que on parle toujours comme ça, y compris avec un adulte. Et puis la deuxième chose, c'est la durée de lecture. La durée de lecture est de plus en plus faible. Il y a, non mais on l'a objectivé, l'étude du CNL qui est parue il y a quelques jours sur les pratiques de lecture montre que dans les 15-24 ans, c'est-à-dire vraiment les ados tardifs vraiment, lisent pour leur loisir 28 minutes par jour, c'est-à-dire 13 minutes de moins que l'année dernière. Vous voyez à quel point, et on sait que la lecture crée le vocabulaire, la lecture façonne la langue, façonne la pensée, crée l'imaginaire. Tout cela est très important. Et là, pour le coup, il y a un vrai défi de faire lire nos ados. Merci beaucoup, merci Bertrand Perrier. Merci. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle question d'éducation. Bonne semaine à tous. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.